Bonjour et bienvenue à la première émission de la deuxième saison de Six défis. Moi, je m'appelle Valérie. Et je m'appelle Anna et nous sommes toutes deux des étudiantes en sciences biomédicales à l'Université d'Ottawa en troisième année. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons des grands prix à donner. Donc, la première place va recevoir 500 dollars, la deuxième place va recevoir 200 dollars et la troisième place va gagner 100 dollars. Et ces bourses d'admission peuvent être utilisées pour n'importe quel programme à l'Université d'Ottawa, mais nous sommes certaines que vous allez l'utiliser pour rentrer dans le programme de sciences, qui est la meilleure faculté sur le campus. Bien sûr. Ouais. Avant de commencer, vous voulez peut-être avoir quelques items avec vous. Donc, premièrement, une calculatrice pour faire des calculs, des papiers et un crayon pour pouvoir écrire vos réponses puis faire des calculs. Et aussi, bien sûr, soit votre ordinateur ou votre cellulaire afin de soumettre vos réponses. Donc, pour soumettre vos réponses, vous pouvez soit le faire en utilisant votre cellulaire. Donc, dans ce cas-là, vous allez texter le numéro sur l'écran avec un code à 4 lettres qui change à chaque question. Après le code à 4 lettres, vous allez mettre un espace, puis ensuite votre réponse à la question. Si vous voulez plutôt utiliser votre ordinateur, vous allez nous suivre sur votre compte Eco360 et vous pouvez suivre les diapos de la présentation avec nous, puis répondre aux questions en ligne. Et si vous avez n'importe quel problème technique à travers le quiz, vous pouvez envoyer un courriel à Dr Saint-Amand. Il répond vraiment vite et il va vous aider. Oui. Juste un rappel que bien qu'on va aller au travers des questions un peu rapidement, vous avez tout le long du quiz pour soumettre les réponses à chaque question. Donc, si pour une question, vous manquez un peu de temps, c'est correct. Faites juste noter le code à Calette qui est associé à la question, puis vous avez jusqu'à la fin du quiz pour soumettre votre réponse à cette question-là. Oui. Et nous corrigeons les questions à la main. Donc, si vous faisiez une erreur d'orthographe ou vous êtes à 0,1 décimal au lieu de 2, pas de problème. Comme si on sait que c'est ça la réponse, ça va être correct, ouais. Donc, on n'est pas trop comme case sensitive. Et on va seulement corriger la dernière réponse que vous soumettez. Donc, si à la dernière minute, vous changez d'idée pour une de vos réponses, faites juste resoumettre vos réponses. Puis c'est la dernière réponse, la réponse la plus récente que nous allons corriger. Ouais, donc juste réutiliser le même code de 4 lettres, espace, et remettez votre nouvelle réponse. Parce que ça se peut qu'on va trop vite pour vous, vous n'avez pas fini vos calculs, pas de problème. On va vous donner un petit heads up à la fin avant qu'on termine le quiz. Avant qu'on ferme les questions. Oui, et à la fin, on va expliquer la bonne réponse de toutes les questions à la fin. So stay tuned. Ouais. Donc, avec tout ceci dit, on va commencer avec la première question. Donc, vous êtes à Bluesfest, qui est un festival de musique qui arrive à Ottawa en juillet toutes les années, et vous voyez quelqu'un allongé à terre et il présente les symptômes suivants. Donc, peau rouge, chaude, sèche, pouls rapide, fatigue et faiblesse musculaire, manque de transpiration, respiration rapide et superficielle, nausée, mal de tête, étourdissement. Donc, cette personne présente tous ces symptômes-ci et c'est à vous de décider de nous dire qu'est-ce que vous pensez qu'il a. Donc, un terme médical pour expliquer ce qui se passe. Et, ouais, donc, utilisez un peu si vous avez pris quelques cours de first aid. Ouais, ou même de biologie, anatomie, ouais. Ouais, c'est pas un terme comme super médical, c'est quelque chose que, on va dire la réponse, vous allez comme, ah, oui, ok. Et si vous pouvez seulement penser à les réponses en anglais, ça m'arrive souvent. Ouais. Faites juste soumettre vos réponses en anglais, puis il n'y a pas de problème. On est une université bilingue, donc on accepte les deux langues. Ouais, ça c'est super. Et juste pour vous aider, je vais jouer un clip audio. Ok, donc, si vous avez reconnu cette chanson, le nom de la chanson, c'est la réponse. Et c'est une chanson pas mal récente, donc j'espère que vous allez la connaître. Pour soumettre vos réponses, juste un petit rappel, vous allez texter le numéro sur l'écran, donc 613-777-0647, avec, dans le message texte, vous allez mettre le code KIFB, ensuite un espace, puis votre réponse. Ouais. Donc, on va passer à la prochaine question. Ok, question 2, un peu de maths ou physique. Quelle expression montre les unités SI des variables dans la formule ci-dessous? Donc, la formule est M fois delta V est égal à F fois delta T.
Et un petit rappel, il y a plusieurs différents unités qu'on utilise de façon courante avec ces termes ici. Mais ici, on cherche vraiment les unités SI, donc du système international. Donc, il y a vraiment seulement une bonne réponse à cette question. Et le triangle, c'est changement, en changement de T. Ouais. Juste pour qu'on est clair, ouais. Donc, pour soumettre votre réponse, vous allez texter le numéro sur l'écran. C'est le même numéro de téléphone pour chaque question. Mais cette fois-ci, vous allez utiliser le code FJFB, ensuite un espace, puis votre réponse. Donc, soit la lettre A, B, C ou D, parce que c'est un choix multiple. Alors, Anna a décidé de prendre physique 2 ce semestre-ci. Et moi, j'ai vraiment pas aimé physique 1, donc je l'ai pas pris encore. Je peux juste pas prendre la deuxième partie du cours. Oui, c'était un choix. Je ne le regrette pas encore. Encore. Mais on va voir. Physique 1 et 2 sont des cours de première année, mais je le prends en troisième année. Donc, il y a beaucoup de flexibilité qui est possible. Ouais. Avec vos cours. Donc, si vous avez pas assez de temps pour... on va passer à la prochaine question. Si vous avez pas assez de temps pour avoir la réponse, vous pouvez toujours prendre une photo avec votre téléphone de la slide, puis ouais. Mais même à la fin, on va retourner à toutes les slides juste pour passer à travers vite. Ouais. Donc, on va passer à la troisième question. Donc, celle-ci est un peu le fun. Donc, ok. Je vais jouer une vidéo et vous allez comprendre après. OK. Donc, moi et Anna, on faisait du bicycle cet été, puis comme vous pouvez voir, on n'est pas très bonne, puis on a vraiment manqué notre saut, et on a eu des grandes blessures. Donc, cette question, on suit ça. Donc, on aurait dû prendre le saut avec un angle de 45 degrés à une vitesse initiale de 8 mètres par seconde. Si on aurait eu cette motion projectile, à quelle hauteur maximale est-ce qu'on aurait monté? Donc, c'est une question de physique, motion projectile. J'ai mis l'équation ici qui peut vous aider. Donc, cette question a un peu comme deux parties. Juste pour que vous compreniez ma notation sur l'équation, donc V-O-Y, je veux dire la composante verticale de ma vitesse initiale. Donc, ça, c'est un gros indice pour vous. Ouais. Oui, il y a un peu de calcul à faire pour cette question. Ouais. Il faut suivre les étapes pour pouvoir trouver la réponse. Ouais. Mais je pense que vous avez vu ceci dans vos cours de physique au secondaire. J'espère que vous avez pris physique au secondaire. Oui. Il y a beaucoup à apprendre dans ce domaine. Ouais. Moi, j'aime pas trop ça, là, mais faut savoir les bases. Ouais. Donc, encore une fois, ici, même numéro de téléphone, juste texter EJFB, espace, et la réponse. Donc, pour ce calcul-ci, s'il vous plaît, juste utiliser 9.8 pour la gravité. Et vous pouvez soumettre votre réponse à deux chiffres après la virgule. Ou après le point, si vous voulez. Ouais, au centième près. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de temps? Peut-être un autre 30 secondes. C'est un peu un petit long calcul. Ouais. Faut définitivement y aller comme papier, crayon, puis calculatrice. Ouais. On était très malchanceux cet été. Comment ça? Oh oui, notre petit accident. Oui, comme complètement. J'ai assez ri quand je vois cette vidéo-là, c'est juste. C'était pas vraiment nous, full disclosure. Ouais, comme on est correct, on n'a pas de rien de cassé, mais. On n'est pas si mauvais que ça à la bicycle. Non. Mais moi j'aime faire du snowboarding, so des fois je prends vraiment des grosses fouilles. Mais au moins comme, je vais la Colombie-Britannique, donc la neige c'est souvent vraiment comme mou, c'est pas comme c'est la glace qu'il y a à Mont-Tremblant ou au Québec, donc c'est pas super si tu tombes, c'est un peu comme un petit plouf. Ouais. Donc, on va passer à la prochaine question qui a aussi, c'est une continuation de l'accident. Donc, maintenant, moi et Anna, on est arrivés à l'hôpital avec nos blessures de vélo et nous sommes en grosse douleur. Donc, ils nous donnent deux différents
painkiller. Des médicaments pour la douleur. Ouais. Donc, moi, je reçois 4 mg de méthadone qui a une demi-vie de 15 heures. Et Anna reçoit 1 g de morphine avec une demi-vie de 3 heures. Donc, s'il nous donne juste une dose quand on arrive à l'hôpital, qui, entre nous deux, va avoir le plus de masse de drogue qui reste dans notre corps après 30 heures? Donc, il nous donne juste une dose. Donc, la morphine qu'Anna reçoit, cette drogue se dégrade pas mal vite dans le corps. Donc, le corps la métabolise beaucoup plus vite que la méthadone que moi j'ai reçue. Mais après 30 heures, puisqu'on a reçu des différents montants, après 30 heures, on va pas avoir l'exact même montant qui reste dans notre corps. Donc, c'est à vous de décider c'est qui va avoir le moins de douleur après 30 heures. Puis ce que moi je trouve vraiment ironique de cette question, c'est que j'ai mis la formule chimique des deux molécules, puis moi, comme la méthadone, ça a l'air comme un vélo. Donc je trouve que c'est un peu ironique. Ouais, je le vois. Ouais. En tout cas. C'est celui sur le dessus. Ouais. Puis morphine, c'est en bas. Ouais. Pour cette question, faites attention aux unités, parce que Val a reçu 4 mg de méthadone et j'ai reçu 1 g de morphine. Oui. Ça donne pas la même chose. C'est ça, donc il y a 1000 mg dans 1 g. Ouais. Donc ça, c'est un calcul pas mal vite. Le code, c'est DJFB, espace, et juste dit si c'est Val ou Anna qui a reçu le plus, qui a le plus de drogue restant dans son corps après 30 heures. Ouais. On passe à la prochaine question? Oui, ok. Ok, encore plus de physique. Donc, on a un petit thème pour ce quiz, je pense. Donc, une boîte de 10 kg qui est originellement immobile, donc au repos, commence à glisser le long d'une rampe inclinée et la rampe a un angle de 30 degrés. Si cet angle est augmenté, donc on augmente l'angle de la rampe, quelle est la force de friction entre la boîte et la rampe? Donc ici, il y a vraiment de la friction qui se passe entre la surface de la boîte et la surface de la rampe. Donc on a 4 options ici, c'est une question à choix multiple. Donc est-ce que la magnitude de la force de friction augmente? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça ne change pas? Ou est-ce que ça dépend de la longueur de la rampe, si ça va augmenter ou descendre? Il faut vraiment penser à cette question. C'est vraiment un peu plus de réflexion. Ouais, c'est pas juste théorique. Rentrer des chiffres dans une équation. Mais je pense que s'il rentrerait des chiffres juste pour essayer, il pourrait... Ouais, ça c'est une bonne façon de le faire. Ouais, si vous êtes prêts. Ouais. Donc encore une fois, vous allez juste texter votre réponse avec le code CJFB, ensuite un espace, puis la lettre associée à votre réponse. Donc soit A, B, C ou D. Donc, c'est pas super long, mais... Ouais, ça peut quand même être un peu difficile. Quand j'ai premièrement vu cette question, parce que je l'ai pris d'un manuel de physique, ça m'a pris un peu longtemps. Je l'ai regardé pour essayer de le figurer. Ouais, faut penser à c'est quoi exactement la friction. Oui, ça dépend d'une autre force. Donc, de quelle force est-ce que la friction dépend? Puis, cette force dépend d'une autre force, puis tout est relié en physique. Je suggère aussi de dessiner peut-être un diagramme avec tous les vecteurs de force qui agissent sur la boîte. Ça pourrait aider. Je fais toujours ça pour les questions de physique, juste pour pas oublier une certaine force. Oui, je suis visuelle, donc ça m'aide vraiment. Ouais. Donc, on passe à la prochaine? Oui, on pourra passer à la prochaine. Vous allez avoir amplement de temps pour répondre à la fin du quiz. Ok, donc maintenant on passe un peu à la biologie. Donc, moi j'aime l'ARN, donc j'ai fait une question. Quel énoncé est vrai? Donc, A, l'ARN constitue toujours qu'un brin de nucléoside. B, l'ARN peut catalyser des réactions biochimiques comme des enzymes. C, il n'existe que 3 types d'ARN, ribosomique, transfert et messenger. Messager. Ouais, ok. Oui, messager, merci. Et l'ARN contient les bases A, G, T et C. Donc, passez à travers chaque énoncé, relisez peut-être 2 fois, puis trouvez lequel qui est vrai. Oui, on cherche la réponse qui est vraie. Faites attention de ne pas confondre l'ARN avec l'ADN. Oui.
Oui. Ils sont des macromolécules différentes. Oui. Mais si vous n'aimez pas l'ARN puis l'ADN, je suis désolée, mais ça continue dans tous les cours de biologie. Comme on est en troisième année, puis des fois, faut réapprendre que... Ben, réapprendre. Comme, on l'a pas oublié, mais des fois, les enseignants, ils oublient qu'est-ce qu'on sait déjà ou qu'ils savent pas quel cours préalable on a. Donc, dans mon cours de troisième année de biologie, on apprend encore que pour une slide que l'ADN, c'est ça, puis l'ARN, c'est ça. Pas pour vous donner la réponse, mais ouais. Mais c'est quand même bon, c'est vraiment utile de faire des revues dans Ouais. les cours. Surtout, vous allez trouver en première année, il y a beaucoup de cours qui sont juste des revues de ce qu'on a vu Ouais. en high school, Oui. au secondaire. Parce que tous les étudiants sont venus de différentes écoles secondaires, donc les professeurs à l'université Mhm. savent pas d'où. Tu sais, souvent les profs à l'université juste commencent quasiment à zéro, puis ils vont vite à travers ce qui est du matériel que la plupart des étudiants connaissent déjà, mais ouais. Mhm. Juste pour tout nous mettre à date, Oui. puis ensuite commencer comme le vrai matériel, disons. Donc, on va passer à la prochaine question. Ok. Encore plus difficile. Alors, Ok. c'est question de physique, man. Ok. Oui, je suis un peu passionnée par la physique ce semestre. J'essaie de me motiver. Alors, une roche dont la masse est de 3 kg, donc c'est vraiment une grande roche, est lancée verticalement vers le haut, en même temps qu'un ballon, encore une fois c'est un gros ballon, donc la masse est 1 kg, est projetée horizontalement. Donc la roche est lancée vers le haut verticalement, puis le ballon est projeté horizontalement. Si les deux commencent à la même hauteur, lequel des deux va atteindre le sol en premier? Est-ce qu'ils vont atteindre le sol en même temps? Est-ce que la roche atteindra le sol en premier? Est-ce que le ballon atteindra le sol en premier? Ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'informations pour répondre à la question? Celui-là, c'est peut-être pas évident au premier coup. Il faut vraiment y penser. Ouais. Peut-être un diagramme ou juste. Ou peut-être juste va regarder à vos équations de cinétique, donc les équations de base de la cinétique. De quoi est-ce que le temps dépend? Quelle variable affecte le temps qu'un projectile prend pour toucher le sol? Ouais. Il n'y avait pas une expérience très fameuse que, tu sais, ils ont drop deux choses d'un très haut édifice. Tu sais, moi, je pense à Oui, ça quand je pense à cette question. on Je sais avait, pas. on avait une question comme ça dans la dernière saison de ce défi. Ouais. Oui, donc ça, c'est la deuxième saison. Um, on est back and ready to go avec plus de questions. Mais pas trop de physique, je vous promets. Oui, Comme, nous, on est très comme biologie, mais oui, on était deux en sciences biomédicales, comme la majorité d'étudiants dans la faculté des oui, sciences. oui. Donc, le problème de sciences biomédicales est immense. C'est comme, quoi, moi, je dirais plus que 50% de la faculté des sciences, c'est des étudiants en biomédical. Parce que c'est un tellement bon programme, honnêtement. Oui, comme c'est un programme qui offre, moi, je dirais le plus de flexibilité en termes de. Il donne beaucoup, beaucoup de cours à choix. Donc, tu peux prendre des cours, je prends beaucoup de cours de psychologie ou de sciences de la santé parce que c'est ça qui me passionne. Mais en même temps, on apprend la méthode scientifique puis les bases en sciences Ouais. avec la rigueur scientifique. Oui, donc on a un peu de. C'est beaucoup de bio, mais c'est aussi, on a quand même beaucoup de chimie dans la première puis deuxième année, puis un peu de physique si ça nous tente. Mais si vous voulez vraiment pas avoir aucun cours de physique, le programme de sciences biomédicales vous force pas de faire de physique. Vous pourrez prendre Oui. un autre cours de sciences biopharmaceutiques au lieu de physique. Ouais, Donc, c'était vraiment notre choix de prendre la physique. oui, Parce que on aime oui. tellement. Ok, passons à la prochaine question. Ok, donc, quelle est la différence entre la traduction des prokaryotes et les eucaryotes? Donc, A, les ribosomes des eucaryotes sont plus petits. B, chez les prokaryotes, la transcription et la traduction peuvent être simultanées. C, les prokaryotes n'ont pas de ribosomes. D, l'ADN des prokaryotes est circulaire, donc ils n'ont pas besoin de séquences de terminaison. Donc, juste petit rappel, prokaryotes, c'est comme les bactéries, les archées. Et les eucaryotes, c'est comme nous, les plantes, les champignons, protistes. Process, ouais. Donc, faites attention, on cherche l'énoncé qui est vrai. Donc, il y a seulement un énoncé de A à D qui sont vrais. Ouais, donc vous textez Manuel au téléphone ZIFB, espace et soit A, B, C ou D.
Je peux voir comment un de ces énoncés pourrait peut-être truquer un peu. Oui. Mais il y a vraiment seulement une qui est la bonne réponse. Oui, je promets. Oui, on vérifie les questions qu'on fait. Donc. Oui. Ça se peut qu'on fasse des erreurs parfois, mais celui-là. Oui, c'est déjà arrivé qu'on a fait des erreurs, mais vous en faites pas. Comme si j'annonce la mauvaise réponse, puis vous avez toutes eu la bonne réponse, vous allez avoir le point. On révise ça après. Oui. Ouais. Est-ce qu'on passe à la prochaine? Oui, c'est une question rapide, juste un petit shot, mais ça. Ok! Ça pourrait être de la physique, mais vous allez apprendre ça en chimie générale. Donc, la chimie générale est un cours que tout le monde prend en première année dans n'importe quel programme en sciences. Vous allez avoir Dr Saint-Amand. Il est le meilleur. Donc, pour la question, un composé a une chaleur spécifique de 1 joule par mol Kelvin et un point de fusion de 300 Kelvin. Si une mole du composé est à une température de 299 Kelvin, donc presque à son point de fusion, combien d'énergie faut-il y ajouter pour le fondre? Exactement un joule, plus qu'un joule, moins qu'un joule ou moins que 0 joule? Ça là, faut vraiment y penser. Ouais, je vais vous dire tout de suite, c'est pas moins que 0 joule. On n'ajoute pas de l'énergie négative pour faire fondre le composé. Mais si on ajoutait de l'énergie négative, est-ce que ça le ferait comme descendre de température, tu penses? Non, parce que l'énergie négative n'existe pas. Ah. Donc, oui, l'énergie est une notion qui est scalaire, c'est pas un vecteur. Donc, il n'y a pas d'énergie négative. Et ça, c'est pourquoi Anne apprend la physique ce semestre. Chimie générale, rappelle-toi. Ok, ouais. Ouais, donc c'est pas D. Mais entre A et C, vous pouvez soumettre vos réponses avec le code YIFB. Ensuite, une espace, puis soit la réponse A, B ou C. Ou D si vous êtes vraiment juste, vous êtes comme, non, Si j'aime vous- pas cette question. Oui, si vous êtes confiant. Oui. Wow. Ok. On passe à la prochaine. Oui, c'est une question simple. Ok. So, durant le cycle de Krebs, j'ai fait une erreur d'orthographe ici. Quelle molécule est un accepteur d'électrons? Donc, est-ce que c'est NAD+, NADH, FADH2 ou NADPH? Donc, pensez à ce qui est un accepteur d'électrons. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire, accepter les électrons? Vous avez peut-être pas vu la molécule NADPH au cours de votre éducation secondaire, mais c'est très semblable aux autres molécules dans la famille qui ont des formules chimiques similaires. Ouais, donc, je veux pas dire la réponse. Ouais, c'est difficile, mais oui, ça suit les mêmes tendances que les autres molécules qu'on voit dans la question. Oui. Donc, ouais. On est en train d'étudier ces molécules maintenant parce qu'on prend le cours de métabolisme. Oui. Qui est un cours de biochimie en 3e année. Oui, donc on apprend comme toute la glycolyse, toutes les réactions, cycle de Krebs, on va passer à travers tout. Puis moi, comme avant, dans le secondaire, j'ai jamais appris comme cycle de Krebs. Oui. Alors j'étais vraiment confus quand je suis arrivée en biologie cellulaire en première année. Oh non! Ouais, donc il fallait un peu de rattrapage. Oh non! En Ontario, on voit le cycle de Krebs. Je viens de l'Ottawa. Val vient de la Colombie-Britannique. Ouais, j'ai rien appris au secondaire apparemment. Comme... En tout cas. Ouais. Donc, on va passer à la prochaine question. Vous avez en masse de temps, je pense. Ok. Encore une fois, une question qui pourrait être chimie générale ou physique. Donc, le rapport entre la densité de la glace et la densité de l'eau est de 0,92. Le rapport du densité de bois sur la densité de l'eau est de 0,75. Un glaçon puis un morceau de bois baignent dans l'eau et ils ont un volume identique. Donc, en se basant sur ces énoncés, laquelle des affirmations suivantes est vraie? A. Comparé au volume du morceau de bois submergé, un plus grand volume de glaçons est submergé dans l'eau. Donc, quand on regarde à ces blocs, ils baignent dans l'eau, mais ils ne sont pas nécessairement tous submergés dans l'eau. Il pourrait y avoir une partie qui est exposée à l'air.
B, le glaçon coule, it sinks, tandis que le morceau de bois flotte. C, le glaçon est complètement submergé dans l'eau, donc il n'y a pas une partie du glaçon qui est exposée à l'air. Ouais. Ou D, le glaçon et le morceau de bois subissent une force nette dirigée vers le bas. Ok. Quand tu dis que le glaçon est complètement submergé dans l'eau, tu veux dire qu'il est quand même comme en haut du verre d'eau, mais il a pas il touche pas l'air, essentiellement. Comme il est pas au fond de l'eau, il a pas coulé. Ouais. Il est en équilibre, mais au lieu d'être en équilibre sur la surface de l'eau, il est en équilibre dans l'eau. Ouais, juste en dessous de la surface. Ouais, en dessous de la surface, c'est ça. Ok. Ouais, donc il faut vraiment. C'est vraiment un exercice, thought exercise, exercice de réflexion. Ouais, c'est une question un peu difficile. Problem solving. Oui, pensée critique. Oui. Mais juste regarder au rapport les densités de la glace, puis la densité de l'eau, puis avec le bois et l'eau. C'est vraiment la seule façon de répondre à la question. En comparant en effet les deux rapports, on peut voir lequel en la glace puis le bois est le plus dense. Ouais, c'est un peu compliqué, j'admets. On va leur donner un peu de temps. Ouais, celui-là m'a pris beaucoup de temps. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais quand même pratique. Ouais. Ouais, comme la première fois, comme j'avais une soupe, puis après ça, je l'ai mis dans mon congélateur, mais je l'ai comme rempli au top, puis là, ça l'a comme brisé mon contenant parce que Oh ça l'a, non! ouais, comme je connaissais pas, je savais pas que ça allait augmenter. Expandre. Ouais. Faire une expansion. Oui. Ouais. Maintenant, je sais. Science et pratique. Oui. Donc, quand vous avez votre réponse, vous allez le soumettre avec le code WIFP, puis ensuite un espace, puis votre réponse. Donc A, B, C ou D. On devrait-tu passer à la prochaine question? Peut-être une autre 30 secondes. Ok. C'est une question compliquée. Ouais. Puis on peut pas juste penser à comme, ok, ben, quand je vais au lac l'été, je vois comme des bois qui sont Ouais, sur l'eau, puis si je mettais un cube de glace, qu'est-ce que ça ferait? C'est pas évident. Ouais. Mais je pense qu'on va passer à la prochaine. Ok. Oh, ça c'est, ok. Donc, ça c'est de la biologie. Wouh! Oui. Heureusement. Marie inspire une soufflée d'air avec force et des mesures de respirométrie sont prises. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? A. Si Marie expire normalement, il restera tout de même de l'air dans ses poumons. Donc, un peu de l'air restera dans ses poumons, même si elle expire. B. Si Marie expire avec force, il ne restera aucun air dans ses poumons. Donc, si elle vraiment expire avec force, il n'y aura pas d'air qui reste dans ses poumons. C. La capacité pulmonaire totale de Marie est une fonction de sa capacité vitale et son volume résiduel. Celui-là, il faut vraiment comprendre ces termes de vocabulaire, de respirométrie avec le système respiratoire pour pouvoir évaluer cet énoncé. Et D. Si Marie était Michael Phelps, sa capacité pulmonaire totale serait probablement beaucoup plus grande. Est-ce que vous savez que Michael Phelps a une diète de comme 11 000 calories par jour? 11 000? Puis comme moi et toi, c'est comme 2 000? Ouais. Ce gars s'entraîne tellement que comme... J'ai vu en ligne comme un article, puis c'était comme... Pour souper, il mange comme une pizza entière et encore plus de... Comme une livre de pâtes. Comme juste pour son souper. Like, c'est fou raide. Wow. Puis il prend comme plein... Comme... Si on regarderait juste sa diète, ça a l'air vraiment pas santé, mais il a juste besoin de tellement de calories. Wow. Ouais, donc... Ce serait un job temps plein, juste s'entraîner puis manger. Oui, comme... Oh mon dieu, comme ça mâchoire devrait être tellement fatiguée, comme... Ah! Je serais pas capable. Wow. Juste un petit rappel, on regarde pour l'énoncé qui est fausse ici. Donc, pas vrai. Ouais. Celui qui est faux. Moi, j'aime les questions choix multiples, puis il y en a beaucoup à l'université. Donc, moi...
Ils Parce sont- qu'au moins la réponse est là. Ouais, T'as toujours un quart de chance de l'avoir. ouais. Surtout dans vos cours d'anatomie, vous allez, si vous Ouais. prenez ces cours-là, vous allez avoir beaucoup de questions sur Munseb. Ouais. Psychologie aussi, pour Oui. la première année. Ouais. C'est un peu moins pratique quand on prend un examen de physique, puis c'est Munseb, Ouais, ou chimie organique, Ouais. ça fonctionne pas. mais ça arrive rarement. Ouais. Pour Mais ces cours. quand c'est sur Multip, tu reçois tes résultats beaucoup plus vite parce qu'on a toutes les machines de Scantron, donc Ouais, ça c'est c'est bien. pratique, ouais. Ça doit pas être corrigé à la main. ouais, exactement. Est-ce qu'on passe à la prochaine? Ouais. Ok, donc ça c'est ma question. Quel graphique représente une désintégration radioactive de uranium-238? Donc, j'ai mis 4 graphiques ici. Donc, sur l'axe des X, c'est le temps et sur l'axe des Y, c'est le montant de U238. Donc, juste, c'est pas comme une question truquée, c'est vraiment juste regarder chaque graphique puis penser est-ce que ça ferait du sens pour une désintégration radioactive. Et Donc- on regarde à une masse. Donc, pensez aux contraintes des valeurs quand on regarde à une masse de l'uranium. Ouais. Que si vous êtes vraiment pris, vous pourrez même mettre 2 valeurs. À ce temps-ci, ça va être ça, puis après ça, il se désintègre, puis ça va être ça, à un certain temps. Puis, oui. Ça doit être pas mal vite, je pense. Ouais, vous allez juste texter le code GJFB, puis ensuite un espace, puis votre réponse A, B, C, ou D. Donc, je pense que... On peut passer à la prochaine. Ouais. Ok, j'aime toujours faire des questions qui suis-je avec des compagnies. Donc, ici, vous avez 5 indices. Donc, premièrement, mon nom original rendait hommage à la ville dans laquelle je suis née. 2. Mon nom actuel, donc pas mon nom original, mon nom actuel, est dérivé du mot latin pour un de nos 5 sens. 3. Mon premier produit était un cuisinier de riz électrique, et ça c'est la photo qu'on voit dans la diapo. 4. J'ai développé un des produits caractéristiques des années 80. Donc, quand on pense aux années 80, un des produits à laquelle on pense, c'est cette compagnie-là qui l'a développé. Et 5. En 2002, un homme a légalement changé son nom pour être nommé après un de mes produits. Je trouve ces questions vraiment difficiles. Ouais, c'est un peu de trivia. Si vous Ouais. ne le savez pas, J'ai vous pas ne beaucoup le de savez culture pas. générale. Je dirais pas ça. Quand même la culture générale. C'est juste vraiment savoir, c'est fait le trivia sur cette compagnie. Il n'y a pas vraiment de façon à étudier pour cette question. Tu le sais ou tu le sais pas. Désolée. Non, ça va. Moi, je regarde ce cuisinier de riz. Il a pas l'air très électrique. Comme moi, j'en ai un à la maison, puis c'est tout en plastique. Tu as un puis- cuisinier de riz à la maison? Ben, juste pour comme cuire le riz, là, oui. Comme je mets mon riz puis mon Ah, eau ouais. dedans, puis je pèse on, puis c'est tout. Wow, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ça, c'est super utile. Puis je fais Je mon savais quinoa pas. dedans, puis ouais. Wow. Ouais, au lieu d'utiliser juste comme une... Comment on appelle ça? Comme Ouais, juste- un casserole, une casserole, ouais. je pense. Ouais. Wow. Parce que le chose, comme il s'arrête quand la machine détecte que mon riz est terminé. Wow. Donc, j'ai du riz Ça, c'est parfait. très convenient. Je brûle C'est même pas souvent mon cher. riz. Oui, là, c'est ça, mais c'est même Ouais. pas cher. Comme c'est un bon investissement. Wow, ok. Mhm. Je me demande si c'est la même compagnie qui fait ton cuisinier de riz. Peut-être. Je sais pas s'ils ont un patent dessus. Non, Donc- ça doit être expiré. Donc, cette question, c'est un peu comme vous le savez ou vous le savez Ouais, donc pas. faites juste texter votre réponse au numéro de téléphone avec le code HJFB, ensuite un espace, puis le nom de la compagnie. Prochaine question. OK. Donc, la plupart des personnes savent qu'une augmentation en chaleur va augmenter la vitesse des réactions. Mhm. Mais, alors, si ceci est le cas, pourquoi est-ce que on n'augmente pas la température quand on fait des réactions catalysées par des enzymes? Donc, Pourquoi pas? dans un système biologique, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette méthode? Mhm. Donc, il y a 4 possibles réponses. A, la chaleur va causer la réaction de se passer trop vite. B, la chaleur n'arrive pas à suffisamment surmonter la barrière d'énergie d'activation.
C. La chaleur change la configuration des protéines. D. La chaleur n'augmente pas la probabilité des collisions entre les molécules. Donc, pensez-y. Je suis pas sûre que cette question va être bien réussie. Ouais. J'ai de l'espoir. C'est juste un peu de Juste, common sense. ouais, comme un peu de bio, un peu de chimie, vous devriez savoir. Ouais. Du common sense si t'as des bonnes bases en bio puis chimie. Ouais. Alors ça, le code c'est IJFB et espace et là A, B, C ou D. Non. Vous allez apprendre plus sur les enzymes puis la catalyse des réactions dans les systèmes biologiques dans le cours de biochimie. Oui, ça c'est en deuxième année, semestre d'hiver. Ouais. Puis il vient avec une composante lab, donc vous pouvez peut-être même, ben pas tester, vous allez pas le tester, mais parce que comme je dis, ça fonctionne pas. Mais vous allez faire des expériences dans le lab pour Ouais. voir ce que vous apprenez. Mhm. Et moi et Anna, on a de l'expérience dans des labs de recherche, puis on actuellement utilise les techniques qu'on utilise dans les laboratoires de l'école. Donc, je sais pas si vous savez tout ça, mais comme PCA, d'autres choses. Oui, surtout pour les labs de biochimie, ils sont vraiment utiles pour enseigner les bonnes techniques de lab. Ouais, même comme du pipettage, Ouais. c'est juste des techniques que n'importe quel scientifique de base en biologie devrait savoir, puis c'est vraiment utile quand vous passez dans un lab après. Et c'est le fun. Ouais, comme c'est différent que juste étudier tout le temps. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc, on va passer à la question 16. Ok, j'aime aussi beaucoup les questions de génétique. Donc, si on vous revoit pour la deuxième émission de ce défi, vous allez probablement rencontrer d'autres questions de génétique. Donc, Jeanne est de type sanguin AB. Ici, j'utilise la notation I avec la lettre I, donc pour indiquer que A et B sont dominantes les deux. Donc, IA, IB. Elle souhaite avoir un enfant avec son mari. Selon ses calculs, il y a 50% de chances que son mari est de type sanguin A, donc ici il est homozygote, et 50% de chances que son mari est de type sanguin B, encore une fois homozygote. Quelles sont les chances que leur enfant est de type sanguin AB? Donc ici c'est une question un peu difficile parce qu'il faut non seulement savoir comment faire la génétique avec les tableaux de Mendel, je pense. Ouais, comme les 2 par 2. Oh non, Punnett. Oui, les Punnett Squares. Punnett Squares. Oui. Il faut savoir non seulement comment faire ces tableaux, mais aussi comment faire un peu de statistiques. Donc, avec la 50% de chance que le mari soit type sanguin A ou type sanguin B. Mhm. Donc, Jeanne veut que son enfant soit le même type sanguin qu'elle. Ça, moi, je voulais savoir c'est quoi mon type sanguin, mais ça fait 2 fois que j'essaie d'aller à la clinique pour faire un don de sang, puis chaque fois, ils me refusent parce que mon taux d'hémoglobine est juste un petit peu trop bas. Oh non! Donc, puis ça c'est arrivé en deuxième année, et après ça, je suis allée il y a à peu près 1 mois, puis ils m'ont refusé encore. Donc, j'ai commencé à prendre des pilules de fer, juste pour augmenter oui, essayer d'augmenter un peu mon hémoglobine. Et si tu réussis, tu vas pouvoir découvrir ton type sanguin. Oui, mais aussi faire, c'est Aussi super faire le important. sang. Ouais, aussi être une bonne personne, puis Ça. faire un don de sang, ouais, c'est important. Ouais. Cette question, c'est pas si pire. Je pense que la prochaine question pour le prochain quiz qu'on a planifié de génétique est plus difficile. Donc, ça, c'est juste un warm-up. Mais si vous pouvez réussir à cette question, vous allez bien réussir à la quiz la prochaine fois qu'on le fait. Ouais, je pense que c'est juste comme similaire, mais c'est plus long. Ouais, un peu plus long. Mais pas plus difficile, juste plus long. Un peu plus difficile de faire dans ta tête. Ces questions-là, je peux jamais les faire dans ma tête. Je dois toujours faire les petits carrés de punaise. Pour pas faire des erreurs. Ok, donc on passe à la prochaine question? Ok, question 17. Donc, quel est le but de la chaîne de transport des électrons et de la phosphorylation oxydative dans le métabolisme humain? Attends, ça c'est ma question ou c'est la tienne? Je pense que c'est le mien. Ouais, vas-y. Ok. Donc, encore une fois, un chemin type. Donc, A, former de l'ATP et des équivalents réducteurs. B, former des équivalents réducteurs en utilisant de l'ATP. C, former de l'ATP en utilisant des équivalents réducteurs. Ou D, utiliser de l'ATP, des équivalents réducteurs.
Donc, c'est une question un peu... Il faut vraiment regarder au mot, au wording de tous les énoncés pour pouvoir bien la répondre. Oui. C'est une bonne pratique pour les choix multiples. Oui. Euh, Mais c'est pas truqué. Juste utilisez vos Lis connaissances toute la générales. question. Tu sais, quand les professeurs disent comme lisez toute la question, ils sont sérieux, comme faut vraiment tout lire. Ouais. Quels sont des équivalents réducteurs? Bonne question. Donc ici, c'est même numéro de téléphone, KJFB, espace et A, B, C ou D. Oui, ça c'est une question un peu rapide, je pense. Il faut juste vraiment utiliser un peu de logique. Ouais. Donc, on va passer à question 18. OK. Donc, quand un clou en fer se rouille, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que sa masse augmente, diminue, reste inchangée ou sa masse et sa couleur restent inchangées? Donc, pensez-y un peu. Qu'est-ce que c'est quand? Qu'est-ce que c'est la rouille? Ouais, qu'est-ce qui arrive quand je ça, ouais. Mhm. Donc, vous pouvez probablement éliminer une réponse tout de suite si vous avez déjà vu une. Une flou rouillée. Ouais, mais ouais, pensez vraiment c'est quoi la rouille? Qu'est-ce qui se passe comme au niveau chimique, comme moléculaire? Ouais. C'est pas une question truquée, c'est juste. Ouais. En fait, je pense que c'est une réaction d'oxydoréduction. Oui, Et vous allez voir plus de ça, encore une fois, en chimie générale. oui, ça c'est important. On en voit beaucoup, beaucoup. On fait Et- toutes les équilibrations, Ouais. c'est important. Je sais pas si vous avez fait ça au secondaire. Mhm. Ouais. Je pense qu'on apprend en deuxième année ou en Ontario. Mhm, ok. Moi, ouais, je pense que j'en avais fait. Mais je sais que mon prof de chimie au secondaire était vraiment avancé. Donc, Ah ouais. j'avais quasiment fait beaucoup du matériel de chimie générale de première année université, comme Ça, au c'est bien. secondaire, ouais. Donc, c'est ça. Mais de cette façon, vous allez avoir beaucoup de pratiques pour les réactions d'oxydoréduction. Oui, puis vous allez prendre le cours de chimie avec Dr. Saint-Amand, puis il offre plein de ressources en ligne si vous avez pas compris un concept. J'ai actuellement créé certains de ces vidéos-là, donc c'est un self-plug. Ouais, en tout cas. Passons à la question 19. Ok, donc voici une séquence d'ARN messager. Donc on a la séquence, c'est plein de lettres que vous devez savoir ce que ces lettres représentent. Quelle séquence d'acide aminé sera traduite à partir de cette séquence d'ARN messager? Donc ici, on a vraiment l'ARN messager mature et qui va directement aller dans le ribosome pour être traduit. Et sur la diapo, vous avez le tableau qui donne ce que chaque codon l'acide aminé pour lequel il code. Donc, il va vraiment juste utiliser tes connaissances en biochimie, biologie, puis essayer de trouver la séquence en acide aminé. Ouais. Donc, prenez votre papier et crayon pour faire ceci, pour pas perdre le. Par le fil. Ouais. Ouais. Puis vous allez juste texter votre réponse avec le code MJFB, ensuite d'un espace, puis la séquence d'acide aminé. Et vous pouvez utiliser les codes à 3 lettres pour les acides aminés. Vous ne devez pas écrire les noms complets des acides aminés. Ouais. Donc, vous pouvez juste mettre comme à la glue, puis le reste. Ouais. Vous ne devez pas mémoriser les codes à 3 lettres et les codes à 1 lettre jusqu'à ce que vous êtes en deuxième année, si vous prenez le cours de biochimie. Est-ce que je me souviens pas si je les avais. Moi, je pense pas que mon prof de biochimie me les avait fait Mémoriser, non. vraiment? Je pense que c'était la structure des acides aminés qu'il fallait apprendre, mais pas les codes 3 lettres. Donc, j'ai été chanceuse. Moi, Parce mon que je sais pas prof. si c'est vraiment utile de comme mémoriser ça. Comme c'est vraiment quelque chose que tu vas mémoriser puis ensuite oublier. Comme n'importe quel lab de recherche, ils vont juste avoir ce tableau-ci. Là. Right? En tout cas. Bon, donc peut-être vous ne devez pas les mémoriser. Moi, j'ai dû les mémoriser. Tu vois, elle a pris le cours de biochimie en français. Moi, je l'ai pris en anglais pour être avec mon prof qui m'a pas fait mémoriser les bases. Donc, j'ai bien fait. Mais c'est ça qui est bien avec la flexibilité d'étudier en français. Donc, moi, je prends toujours 3 cours en français puis 2 cours en anglais chaque semestre. Puis, je garde mes bourses pour être un étudiant francophone de 1000 $ par année, tout en pouvant être un peu flexible avec quel cours, à quel temps, puis avec quel professeur je les prends. Chaque cours, ou la majorité des cours sont à faire en anglais puis en français. Donc, si vous savez les deux langues, vous avez tellement d'options pour rentrer avec le prof que vous voulez,
avec le bon horaire pour votre cédule si vous voulez avoir le cours à un certain heure. Ouais. Comme moi, j'aime pas les cours à 8h30 du matin, donc je vais aller dans les autres sections. Ouais. Mais vous avez beaucoup d'options. Ouais. Puis je trouve que vraiment, c'est pas très difficile de switcher entre langues. Donc, si j'ai pris biologie cellulaire en français, j'ai pris biochimie en anglais. Il y avait beaucoup de concepts qui se suivaient, mais c'est pas, je trouve que français puis anglais, c'est dérivé du latin, puis les termes scientifiques ou de biologie sont très similaires. Ouais, C'est surtout pas, les termes scientifiques. ouais, c'est ça. C'est pas très difficile de changer entre les langues. Alors, avec ceci dit, on passe à la prochaine question. La dernière question qui est une tradition. Donc, vous le savez peut-être pas, mais c'est des filles. La dernière question de chaque quiz, c'est une question de Big Bang Theory parce qu'on aime l'émission. Donc, ça c'est comme si vous avez regardé beaucoup d'émissions de Big Bang Theory, vous allez avoir des bonnes chances d'avoir ces questions-ci. Donc, la question c'est qui est le 15e visionnaire technologique préféré de Sheldon? Donc, je vais jouer le clip tout de suite. Thank you. I just want to say I'm a big fan. You're my 15th favorite technological visionary. Only 15th? It's still 6 spots above Steve Jobs. I care neither for turtlenecks nor showmanship. Yeah, I never got that turtleneck thing. OK. Donc, vous avez bien entendu Sheldon. Il dit à la personne qu'il est son 15e visionnaire technologique préféré. Puis pour Sheldon, c'est vraiment un gros deal d'être le 15e sur sa liste, tu sais. Mais l'autre personne est un peu offensée. Donc, quelle est cette personne? C'est qui, essentiellement? Juste texter votre réponse avec le code NJFP, ensuite l'espace, puis le nom du 15e visionnaire technologique préféré de Sheldon. Ouais, vous pouvez mettre juste son nom de famille, ça va être correct. Ouais. Ça, c'est vraiment comme vous le savez ou vous le savez pas. Ouais. Donc, on ferme pas le quiz tout de suite. On a une dernière question qu'il faut faire. On devrait juste la faire tout de suite, puis ensuite on va repenser. Ouais. Donc, même si on a seulement 20 questions du quiz, on a toujours une 21 questions qui est utilisée comme un tiebreaker, une brise d'égalité. Ouais. Donc, si deux personnes ont le même score, puis on essaie de décider qui a la première place, on va utiliser cette question-là pour pouvoir différencier entre les compétiteurs. Ouais. Donc la question pour ce quiz-ci, c'est combien de nouveaux étudiants à UOttawa ont rentré à la Faculté des sciences en automne 2017, donc cette année scolaire? Combien de nouveaux étudiants? Donc, il n'y a aucune façon de le savoir si vous n'êtes pas en administration à l'université. Il faut juste faire un guess. Ouais. Combien d'étudiants en sciences pensez-vous qu'il y a chaque année qui rentrent? Ça c'est pas nécessairement les nouveaux étudiants. Ben, la majorité, c'est les nouveaux étudiants en première année, mais il y en a des étudiants qui sont dans d'autres facultés et ils rentrent en sciences aussi, oui. Ou qui transfèrent de d'autres universités en leur année supérieure, puis viennent à l'Université d'Ottawa. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Il y en a quand même pas mal. Juste là, c'est un gros chiffre. Ouais, on est un des plus gros facultés. Comme la troisième. La troisième. Je pense que c'est art et sciences sociales nous battent. Ouais. Puis après ça, peut-être sciences de la santé, engineering. Je suis pas certaine de l'ordre exact. Ouais, ça change un peu chaque année. Mais on est quand même une grosse faculté. Oui, il y a plein. Je suis sûre que dans vos classes, il y a toujours comme plein d'amis que vous pouvez vous faire, même si tout le monde est. Ouais. Avec le nombre de personnes qu'il y a, vous n'avez pas de problème de vous trouver un partenaire de lab que vous fonctionnez bien ensemble, vous avez les mêmes buts, puis des bons partenaires pour étudier aussi. Ouais. Donc, c'est juste notre même numéro de téléphone, OJFB, espace, et juste le chiffre. Alors, mettez cette réponse-ci. On va juste lui dire s'il y a deux personnes qui ont le même montant de questions. Correct? Oui, c'est ça. Puis, avant qu'on termine le quiz puis on ferme les réponses, on va juste repasser à travers, juste si vous avez manqué le code de 4 lettres. Ouais, donc on va juste vraiment rapidement repasser à travers les 20 questions, ou les 21 questions. Ouais.
Je suis juste en train de recommencer. Ok, première question. Deuxième question. Troisième. Donc, juste pour être clair, la soumission des réponses va se terminer une fois que j'arrive à 21. C'est comme le countdown. Ouais. Alors, finissez vos calculs vite vite. Oui, on va fermer les questions. Ouais. Et ensuite, on va expliquer. Oui, donc si vous avez une question où vous ne savez vraiment pas la bonne réponse, on va pouvoir l'expliquer. Ouais. Ok, donc 3, 2, 1. Ok, le quiz est terminé. J'aime tes effets sonores. C'est plus dramatique. Oui. Ok, donc merci pour avoir soumis vos réponses. On va passer maintenant aux réponses. Oui, donc pour la première question, la réponse c'est... Oups. Oh, un coup de chaleur. Donc, la chanson que j'ai jouée, c'est Heat Stroke de Calvin Harris. Donc si vous avez envoyé la réponse heat stroke, on l'accepte. Oui, n'importe quoi comme coup de chaleur, vous auriez pu mettre fièvre thermique, coup de soleil, on comprend c'est quoi. Donc, essentiellement ici, les symptômes sont un peu bizarres, c'est pas quelque chose que tu penserais. Il y a une manque de transpiration parce que c'est comme quand le corps arrive à des extrêmes de température, trop froid ou trop chaud, le corps juste focus son énergie pour garder en vie les organes absolument nécessaires, les organes vitaux. Donc, on arrête la transpiration, on essaie juste de... Ouais. De préserver. C'est ça, juste pour un bout de temps. Donc, si vous voyez quelqu'un comme ça, s'il vous plaît, juste appelez 911 parce qu'ils ont besoin de traitement urgent puis d'être refroidis. Ok, ici, pour la formule masse fois changement de vitesse égale à force fois changement de temps. Il faut vraiment savoir les unités SI, donc ce système international. Donc, la bonne réponse était C. Donc, pour la masse, les bonnes unités sont kilogrammes. Pour vitesse, c'est mètres par seconde. Pour force, c'est pas newtons. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais en effet, c'est kilogramme fois masse divisé par seconde au carré. Et pour temps, l'unité SI qu'on utilise, c'est les secondes. Donc, c'est vraiment C qui est la bonne réponse. Ok, maintenant pour notre accident tragique. Ok. Tragédie, quand même. On a survécu. Donc, essentiellement pour cette question-ci, il fallait trouver la composante verticale de notre vitesse initiale. Donc, il faut y aller avec le sin. Sin ou sin? En français, on dit je pense. Sin de l'angle fois notre vitesse initiale qui va donner que la composante verticale de notre vitesse initiale était 5,66 mètres par seconde. Ensuite, on utilise l'équation que je vous ai donnée. Il faut juste réarranger l'équation et utiliser 9,8 mètres par seconde pour la gravité. Et on trouve que moi et Anna auraient dû monter à 1,63 mètres. Pas mal. Oui. Donc, si vous avez mis comme 1,6 ou autour de là, c'est bien correct. On va accepter ça comme une bonne réponse. Puis, pour la partie 2 de cette tragédie, quand on est arrivé à l'hôpital, la personne qui a eu le plus qui reste le plus de masse de médication dans nos corps après 30 heures, c'est moi. Donc, juste parler un petit peu. Parce que, donc, les demi-vies, c'est juste un certain montant de temps pour que la masse de la drogue va de 100% à 50%. Donc, pour moi, puisque ma drogue, la méthadone, avait une demi-vie de 15 heures, puis le temps qu'on mesurait, c'était 30 heures. Ça veut dire qu'on avait 2 demi-vies dans 30 heures. Donc, 2 demi-vies, ça veut dire qu'on va de 100% à 50% à 25%, ou si vous voulez, de 4 mg à 2 mg à 1 mg. Donc, moi, il me restait 1 mg dans mon corps. Anna,
Faut faire la même chose. Elle avait 10 demi-vies, donc il y en a. Donc, on fait la même calcul. Vous auriez pu le faire, tu sais, divisé par 2 sur votre calculatrice. Si vous connaissez pas cette équation-ci. Puis, juste le rappel que il y a 1000 mg dans 1 gramme. Et ça vous donne essentiellement que Anna avait un petit peu moins de médication dans son corps après 30 heures. Donc, j'ai gagné. Ah oui, juste, si vous avez dit que c'était moi, vous avez la bonne réponse. Ok, donc, pour cette question de physique, j'espère que vous avez fait un diagramme de force parce que ça aide beaucoup. La bonne réponse, c'est B. Donc, c'est un peu intuitif si on essaie de le dessiner, mais essentiellement, oups, ok. Donc, dans ce scénario, on a la rampe avec l'angle d'inclinaison de 30 degrés, et ici, on va augmenter l'angle d'inclinaison. Donc, quand on augmente l'angle d'inclinaison, il y a une plus petite force de gravité qui est dans la composante Y de la composante verticale, si on prend nos systèmes d'axe comme ça, avec la rampe. Donc, puisque la force gravitationnelle sur la composante verticale diminue, donc la force normale, qui est la force réciproque, peut-être, ou la force equal and opposite, à la force gravitationnelle sur la composante Y, va aussi diminuer. Et parce que la force de friction est une fonction de la force normale, la force de friction est égale à la force normale fois le coefficient de friction, alors la force de friction va lui aussi diminuer. Ok, pour cette question-ci, la bonne réponse, c'est drumroll B. Donc c'est vrai que l'ARN peut catalyser des réactions chimiques comme des enzymes. Donc, les scientifiques ont trouvé plusieurs exemples de ceci. C'est un peu surprenant, mais avec le fait que l'ARN peut se mettre en double brin puis se positionner dans certaines dimensions puis angles, ils sont capables de faire comme des coupures d'autres morceaux de nucléotides, plusieurs choses. C'est un peu avancé, mais vous allez voir plus en détail quand vous allez être dans des cours de bio de l'université. Puis juste un side note, on appelle les enzymes de l'ARN des ribosomes. Oui, donc. Ouais, puis juste pour être clair, avec A, c'est pas vrai parce que ça peut être 2 brins, donc ça peut être 2 comme double-stranded dans des cas. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'était faux parce que j'ai écrit nucléoside avec un S, mais on parle de nucléotide parce que nucléoside, il n'y a pas de phosphate. C'est juste comme un sucre avec une base. C'est un donc, peu ouais. C'était pas méchant, mais ouais. Donc, il y a 2 raisons pourquoi A est faux. Oui, et pour C, il y a d'autres formes d'ARN. Il y a micro-ARN. Moi, je travaille avec des SG-ARN cet été. Beaucoup de différentes fonctions de l'ARN. Et aussi, vous savez certainement que c'est AGUC pour l'ARN, pas de T. Donc, c'est ça. Ok, donc cette question, on va aller directement à la réponse parce que il y a probablement beaucoup de suspense avec celui-là. Le ballon atteindra le sol en premier. Donc pourquoi? Parce que la roche est lancée verticalement et le ballon est projeté horizontalement. Donc si on regarde aux composantes verticales de leur vitesse, la roche a originalement une composante verticale de vitesse qui est non nulle parce que la roche va vers le haut. Donc, elle doit décélérer avant d'atteindre un composant de vitesse verticale qui est 0. Puis là, elle va commencer à redescendre. Tandis que le ballon, puisqu'il est projeté horizontalement, son composante horizontale de vitesse va tout de suite être 0. Donc, il peut directement commencer son chute libre vers le sol. Cool. Ok, pour cette question-ci, la réponse, c'est B. Donc, chez les prokaryotes, la transcription et la traduction peuvent être simultanées. Parce que, j'espère que vous savez que chez les prokaryotes, dans les bactéries, ils n'ont pas de noyau. Donc,
la traduction, la transcription se fait et ça se fait dans le cytosol. Et puisqu'il y a des ribosomes aussi dans le cytosol, une fois qu'il y a un petit bout de ARN qui a été créé, les ribosomes peuvent commencer tout de suite puis commencer à synthétiser la protéine. Tandis que dans des eucaryotes, il faut que toute l'ARN soit faite en premier dans le noyau et ensuite il soit exporté dans le cytosol, donc c'est séparé. Et les autres réponses, c'est pas une différence. Donc, les ribosomes des eucaryotes sont plus petits. Ben, pour celui-là, c'est actuellement les ribosomes des eucaryotes sont plus gros. Parce que les cellules des eucaryotes sont plus gros en général aussi. Les prokaryotes, ils ont définitivement des ribosomes. Tous les organismes vivants en ont pour faire des protéines. Et l'ADN des prokaryotes. Donc, l'ADN des prokaryotes est habituellement circulaire, mais ils ont quand même besoin des séquences de terminaison. Parce que si ça c'est un chromosome circulaire, on commence ici, puis on peut pas juste continuer À transcrire. Ouais, comme il faut terminer à un certain point. Donc, ils ont aussi une séquence de terminaison pour que ils savent où arrêter la transcription pour le gène qu'ils veulent. Et aussi pour la séquence de terminaison, on parle de la transcription dans ce cas-là. Donc, ça n'avait même pas la question. Donc, c'est vraiment mal pour deux raisons. Oui. Donc, j'espère que vous avez eu cette question. OK. Donc, celui-là, il faut juste y penser un peu. On va aller directement à la réponse. Oups. Il faut plus qu'un gel pour fondre notre composé. Il faut seulement mettre un jeu d'énergie pour que le composé atteigne une température de 300 Kelvin. Mais une fois qu'on a atteint cette température, le composé va absorber plus d'énergie afin de pouvoir fondre. Donc, on appelle cette énergie la chaleur latente parce que dans ce temps-là, quand le composé commence à fondre, il ne va pas augmenter en température. Toute l'énergie va être utilisée pour vraiment faire fondre le composé. Donc, un joule pour aller jusqu'à 300 Kelvin, puis encore plus de joules pour pouvoir fondre le composé. Donc, la bonne réponse était B. OK. Donc, pour cette question-ci, vous auriez pu utiliser la moyenne de lequel est différent, et vous auriez eu que c'est A. Donc, le NAD+ est une molécule qui accepte les électrons, donc ils acceptent un proton, donc un hydrogène, un H+, essentiellement. Et je ne vais pas aller en détail dans le cycle de Krebs, mais oui, c'est ça. Donc, ils acceptent les électrons. Les autres, les B, C et D, ces molécules-là sont déjà réduites. Elles sont des équivalents réducteurs. Oui, ça c'est une prochaine question. Ouais. OK. Encore une fois, cette question était un peu difficile. J'espère que vous l'avez eue. La bonne réponse était A. Donc, comparé au volume du morceau de bois submergé, un plus grand volume du glaçon est submergé dans l'eau. Pourquoi? Parce que le glaçon est un peu plus dense que le bois. On peut voir que son rapport de densité par rapport à l'eau est de 0,92, tandis que pour le bois, son rapport de densité avec de l'eau, c'est 0,75. Donc, ceci veut dire que le glace, bien que c'est moins dense que l'eau, c'est un peu plus dense que le bois. Donc, puisque le glaçon est plus dense que le bois, ça veut dire que il va être plus submergé. Donc, B est faux parce que les deux vont flotter. Le glaçon ne va pas couler parce que le glaçon est moins dense que l'eau, même si c'est plus dense que le bois. Le glaçon n'est pas complètement submergé dans l'eau. La seule façon que le glaçon pourrait être complètement submergé dans l'eau, c'était que si sa densité était la même que celle de l'eau, donc était 1. Et ça, c'est pas le cas. Et finalement, le glaçon et les morceaux de bois ne subissent pas de force nette vers le bas, parce que s'ils subissaient des forces nettes vers le bas, ils ne flotteraient pas, ils ne seraient pas en équilibre, ils subiront une accélération vers le bas, qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est vraiment A qui était la bonne réponse. OK, donc encore pour celui-là, il faut connaître un peu sur la respirométrie, mais aussi juste un peu de logique quand on pense aux poumons. La bonne réponse est B. Donc, si Marie expire avec force, il va quand même rester un peu de volume d'air dans ses poumons. S'il y aura vraiment pas d'air dans ses poumons vont collapser, vont s'écraser, puis c'est vraiment pas normal physiologiquement pour ça d'arriver. Donc, il y a toujours un peu de volume résiduel qui va rester dans les poumons de Marie, même si elle expire avec toute son force. C'est ça.
Ok, pour cette question-ci, juste un peu de logique, vous auriez dû avoir la réponse D. Donc, puisque la désintégration radioactive, n'importe quel composé radioactif, ça commence donc à 100 grammes, puis ensuite ça descend à 20, puis ensuite 5, puis jusqu'à ce qu'il en, ben, jusqu'à l'infini. Donc, dans D, on voit que c'est vraiment exponentiellement, puis ça descend. Puis j'espère que vous avez aussi remarqué que la masse ne peut pas être négative. Oui. Donc vous allez tout de suite pouvoir éliminer A, B et C. Ben, A et C. Ah, yeah. Ouais. Ouais. En tout cas. B, C, de Oui. toute façon. Ouais. Mais les autres étaient linéaires. So, c'est la désintégration radioactive, c'est. Exponentielle. Oui, c'est ça. J'aime cette question. Ouais, moi aussi. Ok. Moi, j'aime pas cette question. Ah oui, c'est un peu ça si tu le sais pas. Mais la réponse est Sony. Donc, le nom original de Sony était nommé après le nom de la personne qui a fondé la compagnie. Donc, c'était avant Pop et Sony. Mais ils ont changé de nom à Sony. Ça reflète le mot latin qui est sonus, qui veut dire son. Son premier produit était un cuisinier de riz électrique, mais son produit peut-être le plus célèbre, ou un de ses produits les plus célèbres, est le Walkman, qui était un des produits fameux ou caractéristiques des années 80. Et finalement, en 2002, un homme à la Grande-Bretagne a changé son nom légalement à PlayStation 2, qui est un des produits de Sony. Oh boy. Ouais, il a dû vraiment aimer ce produit. Ouais, wow. Je ferais pas ça. Ok, pour cette question-ci, donc, puisque j'espère que vous. Oups, j'ai passé trop vite. Donc, vous savez que les enzymes, c'est des protéines. Donc, si on augmente la chaleur, à un certain point, oui, ça va augmenter la vitesse de réaction pour un petit peu, mais une fois que les protéines se dénaturent, parce que c'est ça que la chaleur fait, aux protéines, ça brise leur conformation en 3 dimensions, disons, et les enzymes vont arrêter de fonctionner. Donc, c'est pas une manière efficace d'augmenter la vitesse des réactions. Ok, donc pour mes questions de génétique, j'ai fait des carrés de peanut, je crois. Oui. Ok, donc, pour Jeanne, on sait que son génotype, c'est IA, IB, parce qu'elle est de type sanguin AB, donc c'est donné dans la question. Pour son mari, on ne sait pas exactement son type sanguin, mais on sait qu'il y a 50% de chances qu'il donne un allèle IA, puis il y a 50% de chances qu'il donne un allèle IB, parce qu'il était il aurait été homozygote pour chacun des deux types sanguins. Donc, on peut procéder de la même façon que si son mari était de type sanguin AB lui aussi. Quand on fait le carré de peanut, et on regarde la F1, il y a seulement 2 sur 4 de la F1, donc ici et ici, qui ont un type de sanguin qui est AB. Donc, la bonne réponse est 2 sur 4, donc 50%. Pratiquez ces questions parce qu'ils vont revenir dans ces défis. Ouais. Puis, juste pour que vous sachiez, vous pouvez accumuler les bourses ces défis. Donc, si vous gagnez, si vous êtes vraiment bon, vous pourriez gagner 500$ à chacune des 8 émissions ces défis. Donc, continuez j'espère que vous allez être là pour la prochaine émission. 800 fois 500$, ça sera beaucoup d'argent quand même. Oui, c'est comme une bourse d'admission. Ouais. C'est ça. Ça, c'est ta question. Quel est le but de la chaîne de transfert des électrons et de la phosphorylation oxydative dans le métabolisme humain? Donc, c'est vraiment cette dernière étape quand on pense au trajet du glucose dans le métabolisme humain. J'espère que vous savez que la bonne réponse est de former de l'ATP. Donc, on n'utilise pas de l'ATP. On veut vraiment faire de l'énergie. Donc, on forme de l'ATP. Mais pour faire ça, on utilise des équivalents réducteurs. Donc, dans ce cas-là, on utilise le NADH et le FADH2 qui vont nous aider à céder leurs électrons afin de pouvoir faire la chaîne de transport des électrons et la phosphorylation oxydative pour créer de l'ATP. Donc, la bonne réponse est C. Ok, pour celui-là, j'espère que vous savez que la rouille, c'est une oxydation. Donc, essentiellement, les atomes de fer, ils vont réagir avec l'air et ils vont gagner un atome d'oxygène. Donc, la masse va augmenter. Donc, vous allez probablement pas le voir quand vous allez voir un clou qui va rouiller, mais c'est ça qui arrive.
Ouais. Donc, sa densité augmente? Son Mais ça- volume augmente, sa densité diminue. Mais nettement, ça va gagner des atomes d'oxygène. Donc, puisqu'on ajoute un élément, on ajoute des atomes. Globalement, sa masse va augmenter. OK. Pour la séquence d'ARN messager que vous avez dû traduire, il y avait peut-être un petit truc dans cette question-là. Donc, avant de voir la réponse, j'aimerais que vous remarquiez qu'il y a un codon start ici, donc le codon de départ, AUG. AUG code pour la méthionine, qui est toujours le premier acide aminé dans n'importe quelle séquence d'acide aminé. Donc, si vous avez commencé avec AAU, c'est pas ça la bonne réponse. Il fallait vraiment savoir que la tradition commence toujours avec le codon AUG. Donc, ceci dit, la bonne réponse était méthionine, sérine, asparagine. Donc, AUG, code pour la méthionine, UCU, code pour la sérine, puis AAU, code pour l'asparagine, puis UAA, c'est un codon stop, donc ça code pas pour rien. Ça va juste faire arrêter le processus de la traduction. Donc, si vous avez envoyé ce code ici comme réponse, MET, SER, ASN, c'était ça la bonne réponse. Donc, good job. Et ceci revient même dans les cours de en biologie universitaire. Donc, si vous êtes déjà capable de faire ça, vous êtes en très bonne route pour... même les cours de 3e année. Ouais. Les professeurs juste adorent cette question. OK. Donc, on va voir. Je vais laisser Sheldon pas Sheldon, mais ses amis vous dire c'est qui dont on parlait pour le 15e visionnaire technologique préféré de Sheldon. Oh, Lord. Look who it is. Is that Steve Wozniak? I think it is. The great and powerful Woz. Penny, Steve Wozniak was one of the co-founders of Apple Computer. He and Steve Jobs started I know who he is. I watched Dancing with the Stars. OK. Donc... Oui, donc c'est Steve Wozniak. Donc, il était un des fondeurs de Apple. Et juste pour que vous savez, c'est... comment il s'appelle donc? Leonard qui l'a bien prononcé, son nom. Alors, c'est ça. Maintenant, pour la question juste de brise égalité, j'espère qu'on va pas avoir besoin de l'utiliser, mais on a dû l'utiliser, je pense, quelques fois. Ouais, la dernière session. Donc, le nombre d'étudiants qui sont rentrés cette année en sciences, c'est 1280. Ça, c'est vraiment beaucoup d'étudiants. C'est beaucoup de personnes. Ouais. Donc, je dirais qu'il y en a peut-être à peu près 900, disons 1000 qui sont de première année. Puis les autres, ou disons de première année comme à l'université. Puis l'autre, c'est des transferts ouais. Alors, c'est ça. Donc, ceci conclut la première émission de la deuxième saison de CDP. Oui, donc on espère que vous avez aimé ça, que vous allez être de retour pour la prochaine émission. On va contacter les gagnants d'ici très peu. Et on va vous garder au courant avec les courriels pour c'est quand la prochaine date. Oui, donc on espère de vous revoir tantôt. Oui. Au revoir, Bientôt. bonne soirée. Bye. Bye.